Le design sprint. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu ce format en mode découverte. Donc, les plus expérimentés dans ce format-là, ils ne trouveront pas forcément leur compte. Par contre, j'aimerais le présenter aussi sous un angle peut-être un petit peu différent de ce qui se fait habituellement. C'est avec l'angle de la prise de décision sur des sujets critiques. Qu'est-ce que ça peut être ces sujets critiques et ces enjeux décisionnels? Ce sont par exemple les super gros projets bien coûteux qu'on met des mois et des mois à se décider à lancer parce que les enjeux sont tellement forts que la prise de décision pour savoir si ce sont des bonnes idées ou pas, elle est très longue. On cherche à tout étudier. Donc voilà un petit peu le pitch de la conférence. Moi, je m'appelle Sophie Durand, je suis coach agile chez Good depuis quelques années. Et donc même cette conférence, donc elle est en mode webinaire, donc il y a un degré d'interactivité assez limité. Malgré tout, je ferai des petites pauses pour répondre à vos questions. Pour cela, je vous invite à regarder là vers le dessous de votre application Zoom. Il y a quelque chose qui alors malheureusement j'arriverai pas à visionner à la fois YouTube et Zoom, donc je répondrai sur les questions Zoom. Vous avez des petites bulles, ça s'appelle Q&A, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire et je ferai régulièrement des pauses pour les lire et pour y répondre en live. Eh bien, écoutez, on est parti pour cette petite présentation du Design Sprint. Alors, pour vous amener cette présentation, j'ai quand même un petit plan en 4 parties. Ça va pas être trop lourd, je l'espère. Le premier plan, c'est de regarder un petit peu cette histoire de prise de décision et notamment le casse-tête que ça peut constituer quand on est sur des initiatives un petit peu critiques ou à enjeu fort. De regarder rapidement finalement qu'est-ce que c'est la promesse du design sprint et que promet ce format-là. Ensuite, je vais vous faire passer la recette du design sprint. Elle est très documentée, donc là, ce sera un petit résumé de ce qui se passe dans un design sprint avec quelques petites illustrations tirées de cas réels. Et enfin, pour moi, alors c'est un point de vue tout à fait subjectif, mais pour moi, qu'est-ce qui fait que ça marche et que ce système peut être vraiment super, super redoutable en prise de décision. Et cette prise de décision, justement, ça peut être un vrai casse-tête. Plus l'enjeu est grand, plus on prend le temps. Et pourquoi on prend le temps? C'est qu'en fait, une décision, il n'y a pas que se décider qui est important, il y a l'exécution derrière. Sinon, ça reste qu'une intention. Et derrière, se décider, c'est toujours un risque, un pari. Ce matin, j'ai fait une autre conférence sur entreprise agile, entreprise durable. On a beaucoup évoqué l'incertitude, la complexité de notre contexte. Le contexte du Covid l'illustre parfaitement. On prend des paris, on est obligé de prendre des paris quand on prend des décisions dans ces contextes-là. Et du coup, on ne saura que la décision était la bonne, ou une bonne décision en tout cas, qu'en regardant le résultat qu'elle a produit après son exécution. Donc ce qui peut être un peu paralysant, c'est quand l'enjeu est très fort, on veut éviter de se tromper. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se décider. Ce qui est un peu dommage parce que si notre projet, notre initiative est un peu stratégique, on peut carrément louper un coche important. Si on résume à ça, il y a en fait une espèce de triade où on prend la décision, on l'exécute et finalement c'est en inspectant le résultat qu'on a ce retour sur cette décision, pour résumer un petit peu ce que je viens de dire. Le design sprint, sa promesse, c'est d'essayer de court-circuiter les étapes les plus longues. Et les étapes les plus longues, c'est finalement l'exécution et l'attente du résultat en vrai. Donc, on va voir un petit peu le système qui permet de faire ce petit court-circuit. Ce qui est représenté là en gris, ceux qui connaissent ce format-là peuvent reconnaître là la petite boucle idée, construction, lancement, apprentissage, et on reboucle. C'est une boucle de Lean Startup. Lean Startup, ça permet de valider des idées ou des business models et de trouver l'adéquation entre une idée et son marché par itération successive.
Sauf que même si c'est les équipes qui font ça en général font preuve d'une grande agilité et dans la stratégie et dans l'exécution, il faut toujours un minimum de temps pour avoir une première version de produit qui va permettre d'avoir les premiers résultats pour savoir si l'idée de base était bonne ou pas. Donc le design sprint, sa promesse, c'est d'aller encore plus vite dans cette phase finalement d'exécution en évitant tout ce lancement de produit. Alors un petit mot sur le créateur du design sprint qui est Jake Knapp. Jake Knapp, quand il a créé le design sprint, il bossait chez Google, il l'est plus maintenant, il est indépendant. Il était product designer chez Google et avant il a travaillé pas mal de temps chez Microsoft. Et il y a deux choses qui vont amener Jake Knapp à penser au design sprint et en tout cas à le concevoir. Une expérience malheureuse chez Microsoft. Il a bossé comme designer produit sur ce qu'il dit lui-même, sur un produit de rêve. Il y avait une vraie mission, un vrai sens. Le contenu était vraiment fabuleux. Et pourtant, c'est un plantage historique. Ce produit, c'est Encarta. Les plus anciens d'entre vous, comme moi, pourront peut-être s'en souvenir. C'est la fameuse méga encyclopédie numérique de Microsoft qui s'installait avec une vingtaine de CD-ROM sur les PC. Et évidemment, Encarta n'a jamais décollé parce que, en même temps, il y a peu de temps après le lancement d'Encarta, il y a une initiative open source qui a vu le jour et qui a obtenu un succès fulgurant qui s'appelle Wikipédia. Donc personne, enfin en tout cas pas le public attendu, n'est venu aller acheter Encarta et le produit a été arrêté finalement assez vite au regard de l'investissement qu'il y a eu, notamment sur le contenu, puisqu'il faisait appel aux plus grands spécialistes et scientifiques pour produire le contenu d'Encarta. Donc une forme de gâchis qui a été vraiment vécue très fortement par Jake à cette époque-là. Et puis, Jake Knapp, il est aussi obsédé par quelque chose, c'est l'obsession sur sa manière d'utiliser le temps. Et alors, elle s'est concrétisée, il est tombé sur un os à un moment donné. Bon, ça a toujours été sa lubie d'organiser le temps. D'ailleurs, il a écrit avec son co-auteur du Design Sprint, ils ont écrit un bouquin récemment qui s'appelle Make Time et comment redesigner le temps pour faire passer les choses importantes dans ce temps qui est compté pour nous tous. Et donc, dans sa période Google, donc vous en avez peut-être entendu parler, mais Google alloue un temps, une proportion de temps libre à tous ses salariés pour aller travailler avec qui ils veulent sur des idées, des projets qu'ils aimeraient lancer. Et donc, Jake Knapp, il a une idée de projet qu'il partage avec un de ses collègues qui est en Suède. Et donc, ils bénéficient tous les deux de ce droit à consacrer 20% de leur temps, sauf que là, ce sont les agendas qui ne collent pas, ils n'arrivent jamais à bosser ensemble parce qu'ils ne trouvent jamais un moment. Et il se trouve qu'au cours de l'année 2015, il me semble, 2014 ou 2015, ils trouvent 5 jours ensemble, 5 jours en commun, donc ils se disent bingo, on fait notre truc en 5 jours. Et là, du coup, donc ils réservent leurs 5 jours et Jake Knapp se dit, mais comment, bon sang, 5 jours, on va utiliser le temps de la meilleure manière possible pour faire aboutir ce projet qui deviendra en fait Google Meet, Google Hangouts, qui était à l'époque un 20% project de Google. Donc le design sprint est né comme ça, par l'obsession d'arranger le temps pour produire quelque chose dans un délai court, de la manière la plus efficace possible, tout en ayant ce contexte de validation qu'une idée ou un produit, finalement, est-ce que c'est une vraie bonne idée ou est-ce que l'hypothèse de construction du produit est bien valide? Je perds la main sur mes slides, désolée. Donc le design sprint, c'est avant tout en fait une recette pour agencer ce temps et prendre des décisions au fil des jours qui vont amener à valider une idée, une hypothèse, un enjeu stratégique. Cette recette, alors elle est décrite dans le bouquin qu'ils ont écrit, qui est extrêmement bien fait. Tous ceux qui veulent se lancer ou s'intéressent au sujet, je vous conseille
vraiment de le lire parce que c'est présenté comme une recette, donc il est très, il invite beaucoup à essayer en fait et à se lancer. Et il est également vraiment étoffé de plein d'exemples puisque Jake Knapp, ensuite rejoint par ses collègues de Google Ventures, en fait, ont réalisé à l'époque Google plus de 200 design sprints pour l'industrie, pour des produits IT, donc pour presque tout corps de métier. Donc les exemples illustratifs sont vraiment très riches. Et donc au départ de la recette, il y a une liste d'ingrédients comme dans toute recette. Et là, il y a 2 ingrédients principaux dans le design sprint. Il y a le défi à relever, ce qui est en somme la question qu'on se pose, et ça peut être de l'ordre de il y a un enjeu considérable, comment on y répond. On a une idée géniale de produits, de projets, de services, de changements de modèle. Mais bon, l'idée, elle est géniale à première vue. Est-ce que c'est bien raisonnable de consacrer tout ce temps et cet argent à la réaliser avant d'avoir peut-être débroussaillé le terrain? À l'inverse, on a un gros problème. Mais on n'a pas d'idée, absolument pas d'idée comment le régler. Donc comment on peut finalement utiliser le design sprint pour ça. Voilà, toute une série de thématiques ou d'enjeux qui vont constituer le défi que le design sprint va se proposer de relever. Plus le défi est important, plus le design sprint est efficace, parce que vous allez voir que derrière cette mécanique-là, il y a une histoire de but et de focalisation qui est très importante, et on mobilise pas les gens. Et mobiliser, ça veut pas juste dire les rassembler en même temps dans un même lieu, c'est aussi mobiliser leur intellect, c'est-à-dire que tout le monde soit réellement motivé à résoudre le défi, si celui-ci est pas très important ou changeant. Deuxième ingrédient, c'est l'équipe. Alors l'équipe qui va opérer ce design sprint, c'est le petit nombre magique, pas trop nombreux, mais quand même assez diversifié. Donc 7 plus ou moins 2 personnes, c'est la bonne taille. Au-delà, c'est trop gros. En dessous, c'est trop petit, pas assez de diversité de points de vue. Ça va pas trop marcher quand on va chercher des idées. Donc la petite image que j'ai choisie, c'est Ocean's Eleven. Alors eux, ils sont un peu plus nombreux que 10. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, ce qui est caractéristique, si vous avez vu le film, c'est qu'en fait, cette équipe-là, c'est l'illustration pour moi de la pluridisciplinarité. C'est vraiment ce qu'on cherche. C'est des gens qui vont collaborer à atteindre le même objectif. Donc là, c'est un braquage de casino en design sprint, on n'est pas si rebelle que ça, enfin j'espère. J'ai pas d'exemple dans ce secteur-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que chacun dans l'équipe de braqueurs a son talent particulier. Il y en a un qui est spécialiste des explosifs, l'autre qui sait ouvrir des coffres, il y a un acrobate. Et il y a surtout un gars qui décide. C'est George Clooney dans le film. Celui-là, c'est celui qui va être commanditaire de l'initiative, qui a souvent l'argent à mettre là-dedans, ou l'argent à gagner dans le cas du braquage. Donc c'est lui qui aura le fin mot de la décision. Et c'est très important dans une équipe de design sprint de bien identifier qui prend la décision finale sur tout ce qu'on va faire et à chaque étape. Plus c'est clair, mieux ça se passe. Et enfin, il y a le Brad Pitt de l'équipe, c'est le Sprint Master. C'est celui qui va coordonner toute la phase de design sprint pour que les résultats aboutissent. Donc les 2 ingrédients, vous allez noter un bon défi, une bonne équipe. Et la recette, c'est qu'on va suivre un petit protocole, mélanger les ingrédients dans l'ordre et les cuire à point pour atteindre notre résultat. Et cette petite recette, en fait, elle tient en 5 jours et elle est vraiment découpée en jours. Il y a 5 jours, 5 thématiques, 5 buts à atteindre dans chaque jour pour que ça s'enchaîne jusqu'au résultat final qui est: est-ce que mon idée, elle est bonne? Est-ce qu'elle a trouvé son terrain? Est-ce que ma problématique, on a une solution qu'on peut tester? Et quel est le résultat de ce test? Si vous regardez, en fait, le lundi, on va explorer la problématique sur
à traiter le défi sous tous ses angles. C'est ce qu'on va appeler le mapping. Le mardi, on va diverger, essayer de trouver le plus grand nombre de solutions possibles à cette problématique, à ce défi. Le mercredi, ça va être le jour de la décision. Parmi toutes les problématiques, là, on a bien divergé. Quelle est celle qu'on veut essayer d'amener sur le terrain le plus vite possible pour voir quel résultat on obtient avec. Donc, c'est le jour de la décision. Le jeudi, on prototype cette idée. Et le vendredi, on la teste avec sur le vrai terrain. Donc, on va, évidemment, je vais revenir jour par jour sur ce qu'on fait et à quoi ça ressemble. Ceux qui font un peu du X ou connaissent un peu ce domaine-là vont probablement faire le parallèle avec le design thinking et les 5 étapes que la Stanford School, la D-School de Stanford, pardon, a documenté. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à ça. Si on va un peu plus loin dans les jours, donc le lundi, l'idée c'est d'explorer la problématique, le défi sous toutes les coutures. C'est quoi finalement la vraie question à laquelle il faut répondre en 5 jours? On va arriver à une problématique qui est peut-être déjà pas partagée par tous les membres de l'équipe du Design Sprint. Les gens ne sont pas forcément alignés, ils n'ont pas toutes les connaissances. Donc là, personne ne sait tout, donc il va falloir déjà partager l'information. Et c'est là que la pluridisciplinarité, elle va jouer un grand rôle parce que chacun va avoir son angle de vue propre sur le problème. Et du coup, ça va permettre, en multipliant les points de vue, d'avoir une vue extrêmement précise de ce qui nous préoccupe. Là, pour arriver à ça, en fait, on va passer par plusieurs phases. On va commencer par se projeter un petit peu dans le futur et regarder finalement si l'initiative qu'on veut lancer, l'idée qu'on a, la problématique à traiter, si on arrive avec succès à traiter tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on va observer? Quelle métrique on pourra voir qu'on a réussi? Donc voilà, vraiment projection vers le succès. Pour atteindre ce succès, on va aussi inspecter toutes les hypothèses sous-jacentes. Qu'est-ce qui doit être vrai pour qu'on atteigne le succès? Et ça, je trouve que c'est un exercice hyper riche qu'on fait très peu ou pas suffisamment bien ou pas suffisamment profondément quand on cadre des projets. Et on s'aperçoit qu'en fait, la plupart des projets qui sont en échec, en déterrant un petit peu, en détricotant ce qui se passe, à la base, il y a souvent une hypothèse fondamentale du projet qui est fausse. Sauf que d'une hypothèse, en fait, c'est très vite devenu une certitude, on s'en est plus préoccupé et on a mené l'initiative jusqu'au bout sans s'occuper de savoir si nos hypothèses étaient vraies. Donc en design sprint, on se préoccupe toujours de se poser la question, tiens, ce qu'on croit, en fait, quelles sont les hypothèses sous-jacentes et on les marque. Et on sélectionne celles qui doivent être absolument vraies pour valider que l'idée qu'on a est la bonne. J'espère que vous me suivez. N'hésitez pas à poser des questions si c'est un petit peu flou. Ensuite, quand on a fait toute cette projection de où est-ce qu'on voulait aller, qu'est-ce qui pouvait mal se passer, on va un peu plus loin dans tout ce qui est l'analyse des risques. Qu'est-ce qui peut entraver le succès de l'initiative? Et enfin, donc ça c'est beaucoup fait dans la matinée et l'après-midi, on va aller chercher, alors en plus de l'équipe de Design Sprint qui elle reste tout le temps ensemble pendant les 5 jours, on va aller faire rentrer des gens supplémentaires et ce sont des gens qui sont proches du terrain, qui sont en prise avec les vraies problématiques et qui vont être capables de critiquer finalement l'image qu'on se fait de la problématique qu'on veut traiter. Et de dire des choses comme oui, vous êtes gentil, vous pensez que ça se passe comme ça, mais parce que c'est la procédure, c'est ce qui est documenté. Mais en vrai, sur le terrain, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que les utilisateurs sont mal équipés informatiquement, parce qu'on n'est pas assez d'agents sur le terrain, et j'en passe à des meilleurs. Et ces gens-là, en fait, on va les interviewer pour vraiment challenger nos modèles et notre représentation de la réalité, et déjà la confronter au terrain.
On va aboutir finalement le lundi soir à une représentation de la problématique et on va sélectionner un moment assez précis ou en tout cas une hypothèse assez fondamentale et précise qui représente finalement la crainte la plus forte ou qui est l'hypothèse la plus structurante de l'initiative. Donc on ne va pas chercher à valider si on cherche par exemple à lancer un nouveau produit, un nouveau projet, on ne va pas chercher à valider l'ensemble de toutes les hypothèses. On va chercher à sélectionner la plus structurante, la plus importante à valider. On va se concentrer dessus en 5 jours. Est-ce qu'après ce premier jour, il y a des questions? Je vois qu'il y a un petit module conversation qui s'est... alors, il y a Marine qui demande un exemple d'hypothèse. Alors, un exemple d'hypothèse. J'ai travaillé donc sur un design sprint avec je pense que je donnerai pas le nom, mais je pense que je peux décrire un peu le problème. Il y a quelques années, avec un bailleur social, donc en fait une entreprise qui gère des logements sociaux en location. Et donc la problématique et le défi, c'était en fait résoudre le manque, faire diminuer en fait le taux de logement inoccupé. Et en fait, là, on a déterré tout un truc. En fait, ils avaient envie, derrière ça, de lancer un projet d'agence en ligne, comme une agence immobilière, sauf que là, c'est pour du logement social, c'est pas tout à fait le même public. Et en fait, on a été déterré lors de ce design sprint que l'hypothèse structurante qui fait que ce projet d'agence en ligne pouvait marcher, c'était si et seulement si les gens qui demandaient un logement social étaient OK pour passer complètement acteurs de leur recherche de biens, ce qui n'était pas le cas avant, hein, parce que quand vous demandez un logement social, en fait, on vous inscrit dans une base, et puis après, ce sont des agents qui vous répondent en disant il y a ça, ça et ça, vous êtes OK ou pas OK. Donc en fait, on voulait passer d'un mode assez passif de la part de la personne qui recherche un logement à un mode beaucoup plus actif comme moi si je cherche une nouvelle maison ou un nouvel appart et je vais dans les agences immobilières faire les petites annonces. Ça, on n'était pas du tout sûr que les gens en recherche de logements sociaux soient prêts à ce changement de comportement. Donc c'est ça qu'on a vérifié. Donc ça, c'est un exemple structurante d'hypothèse structurante. Si elle avait été fausse, le projet se serait complètement cassé la figure et tout ce beau projet d'agence en ligne n'aurait absolument pas marché. Donc j'espère, Marine, que ça répond à la question. Alors je vous engage plutôt à utiliser les petites bulles Q et R plutôt que converser pour me poser des questions. Tout simplement, j'ai essayé d'agencer un petit peu toutes mes fenêtres et celle-là, je la vois un petit peu mieux. Donc ça, c'est le lundi. Le lundi, on finit finalement avec une représentation du problème et un objectif. Alors, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez qu'on brainstorm beaucoup. Donc, voilà la représentation, la problématique avec des petits points sur les hypothèses qui semblaient les plus structurantes. Et on finit la journée avec un petit récap où on se dit, voilà, l'objectif long terme, par exemple, dans le cas que j'ai expliqué, c'est la diminution du taux d'inoccupation des logements sociaux. Mais par contre, la cible du sprint, c'était 3 questions, dont, entre autres, est-ce que les gens qui cherchent un logement social vont être prêts à faire ce changement de posture assez radical, en fait, par rapport à comment ils avaient l'habitude de se comporter avant. Donc du coup, on passe au mardi. Alors mardi, nous, après une bonne nuit de sommeil, alors il faut savoir qu'on structure les journées de design sprint de manière à ce qu'elles ne soient pas trop lourdes parce que c'est quand même assez intense le travail qu'on fait. On fait en général du 10h-17h avec une pause à midi, donc c'est 4 sections d'1 heure et demie. Donc on essaie de ne pas faire des journées de plus de 6 heures parce que c'est assez intense. Le propos du mardi, là, c'est de libérer la créativité individuelle des membres de l'équipe Design Sprint pour faire vraiment ce qu'on appelle la divergence, trouver le maximum de solutions possibles aux problèmes qu'on a posés le lundi soir. Donc le problème est bien défini. Et alors là,
la manière dont est structuré le mardi. Alors le mardi, moi, c'est ma journée préférée parce qu'elle se passe dans un calme et une sérénité. Moi, j'aime bien ça plutôt que plein de discussions agitées. Et j'avoue que c'est ma journée chouchoute. Et elle est structurée sur le postulat qu'en fait, les brainstorming de groupe ne marchent pas, parce que souvent ce sont les mêmes voix qui s'élèvent, les gens qui sont un peu plus en retrait vont finalement pas s'exprimer, et puis il y a plein d'idées qui popent partout, mais on a souvent du mal finalement à sortir de là avec un truc concret à essayer. Donc là, en fait, on va le motto de cette journée, c'est que on va en quelque sorte travailler tout seul mais ensemble. On est toujours tous ensemble dans la salle ou en tout cas regroupés. Mais alors on va avoir du temps le matin pour aller chercher individuellement des inspirations dans tous les domaines qui nous marquent et qui pourraient être une bonne source d'idées pour résoudre notre problématique. On va aller un petit peu pitcher ces inspirations pour les partager avec les autres. Et puis ensuite, l'après-midi, on va aller imaginer des solutions et le maximum de solutions possibles. Et on aménage vraiment beaucoup de temps et d'espace pour que chacun puisse se faire une petite bulle et développer sa solution tranquillement. Il y a plusieurs heures pour faire ça. C'est assez structuré et les solutions en fait elles vont se faire en mode sketching et même si vous ne savez pas dessiner, c'est pas grave parce que c'est des rectangles et des carrés. C'est vraiment un petit résumé visuel qui va permettre d'être assez autoporteur pour transmettre une idée. Ce processus-là, il est accompagné. Donc les gens ont vraiment juste à se laisser porter. Je trouve ça super confortable. Et on a finalement une pile de solutions possibles à la fin de la journée, alors qu'on ne partage surtout pas à ce stade-là. C'est-à-dire chacun aura produit une ou plusieurs solutions qu'il aura dessinées, schématisées sur un certain protocole pour qu'il y ait quand même un petit format commun qui permette plus tard de partager très très facilement tout ça, mais ça reste anonyme. Donc ça c'est le fameux Sprint Master là, qui récupère les copies à la fin de la journée. Et puis on se quitte le mardi soir là-dessus avec cette petite pile de solutions. Donc, à quoi ça ressemble? Alors, vous voyez, là, il y a un participant qui est en train de brainstormer plein d'hypothèses possibles sur un enchaînement d'écran, par exemple. Et ça va donner ça, en fait, les piles de solutions. Là, pour le coup, c'était une application mobile, donc d'où les petits post-it, en fait, à la verticale représentent l'écran d'un mobile. Et puis, on leur a demandé, en fait, de résumer en 3 écrans quelle est la solution qui pouvait le mieux répondre aux problèmes particuliers qu'on a détectés le lundi soir, avec, vous voyez, les petits commentaires, un petit titre de solution pour qu'elle soit facilement identifiable. À ce stade-là, personne ne montre sa copie, personne ne sait qui a dessiné quoi. Et on va se coucher là-dessus. Et le mercredi matin, on revient, et le mercredi matin, on se retrouve avec cette pile de solutions, et l'idée, c'est avant midi, d'avoir décidé quelle solution va être tester sur le terrain très très rapidement de manière à enclencher une boucle de feedback très rapide. Donc là, mercredi matin, il y a tout un protocole de prise de décision que je trouve assez puissant également, puisque je vous rappelle, les solutions sont anonymes. Donc la première chose qu'on va aller faire, c'est qu'avant que les participants arrivent, le Sprint Master fait une espèce de galerie de toutes les solutions de manière assez espacée sur tous les murs de la pièce. Et la première chose que les gens vont faire en arrivant le matin, c'est comme au musée, c'est se balader et aller regarder la galerie tranquillement, en silence. C'est très important, le silence. Encore une fois, on permet aux gens de se mettre dans leur petite bulle et de vraiment infuser, de prendre le temps d'intégrer ce qu'ils voient. Ils vont laisser des petites post-it avec des questions et des choses comme ça. Il va y avoir ensuite une phase de vote, toujours en silence, où les gens, en se baladant, en fait, toujours dans la galerie, sans savoir qui a dessiné quoi, encore une fois, qui a proposé quelle solution, ils vont se balader avec des gommettes
et aller mettre des gommettes à chaque fois qu'ils repèrent une solution ou un petit bout d'une solution qui leur plaît bien. Ah, là vous voyez quelques gommettes. Ah là là, moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé cette section de l'écran. Là, vous voyez, elle a récolté 4 gommettes, celle-là. Donc c'est un vote qui reste silencieux et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est une prise de décision qui ne laisse pas la parole aux grandes gueules, si je puis dire. Il n'y a pas de pitch de vente des solutions. C'est vraiment de l'inspection. Quand il y a des questions, des interrogations, on laisse des post-it en bas pour dire mais je comprends pas bien. Et on va voir après comment on y répond. Cette manière de prendre la décision, je la trouve particulièrement puissante parce qu'elle ne laisse pas de place à cette espèce de pensée de groupe. On ne se laisse pas trop influencer par ce que les autres pensent, par ce qu'ils disent, par leur discours de vente. Et ça permet en fait, au-delà de juste la décision en un bloc, la solution en un bloc qui serait la meilleure, plutôt de commencer à repérer des petits bouts, des petites briques dans chacune des solutions qui suscitent l'intérêt des participants et de faire émerger finalement les bonnes idées. C'est toujours le décideur, vous vous souvenez, celui qu'on a identifié dès le départ dans l'équipe, c'est toujours lui qui a le mot final. Donc lui, il a droit à des super votes. C'est lui à la fin qui dit ben ouais, moi je veux celle-là. Il peut décider ou pas de tenir compte de l'avis des autres. Donc à midi, ben, le décideur se prononce sur. Alors, en général, c'est pas une solution parmi N qu'on choisit. Souvent, il y a sur une dizaine de solutions, il va y en avoir 2-3 qui se détachent bien. Et à partir de ces 2-3, on passe la fin de la matinée à construire un petit peu la solution ultime qui va peut-être regrouper les meilleures idées de chacune ou enrichir en tout cas la meilleure des 3 avec des idées des 2 autres. Donc c'est plutôt comme ça qu'une décision très à granularité de la solution entière. Donc à midi, on a décidé. Et alors l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? On va faire du storyboard parce que cette solution qui a été choisie à midi, elle va devoir être prototypée pour la tester auprès de vrais utilisateurs le vendredi. Il va falloir la prototyper en une journée. Ça va être le but de la journée de jeudi. Donc il ne faut pas traîner. Et pour pas traîner, il faut que tout le groupe ait une idée bien précise du déroulé du prototype et en tout cas du scénario qui va être présenté face aux utilisateurs tests. Donc voilà à quoi ça ressemble un storyboard. Là, on était parti de 3 écrans en mode un peu pitch de solution, mais là, on va vraiment la détailler. On va détailler les conditions d'entrée de l'utilisateur test dans la solution qu'on veut lui amener et on va lui faire faire tout ce parcours-là. Donc vraiment en version storyboard, donc autant de cases que de scènes à prototyper. Et on essaie quand même d'être assez précis pour le lendemain, pas trop se perdre de temps à se reposer des questions. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est sûr, est-ce que c'est logique ce parcours? Donc toutes ces questions-là, on se les pose un petit peu en avance le mercredi après-midi. Jeudi, ça passe assez vite, c'est le prototypage de la solution. Alors, l'idée du prototype, c'est de créer une illusion. Donc, c'est le fameux court-circuit là, que je vous expliquais. Donc, on va s'économiser la construction du produit pour récolter les retours terrain, mais malgré tout, on en veut une illusion suffisamment bonne pour capter des réactions authentiques. On va pas faire trop de carton-pâte non plus, quoi. Donc c'est un vrai équilibre à trouver. La bonne image que je donne pour ça, c'est une façade réaliste. Et si vous pensez au décor de cinéma, au décor de western, vous voyez très bien la façade du saloon qui est vraiment bluffante, mais si vous poussez les portes du saloon, vous verrez que c'est du contreplaqué derrière avec des poutres qui soutiennent et il n'y a rien derrière. C'est exactement ça qu'on cherche à faire.
juste la façade, l'interaction derrière, il n'y en a pas ou il y en a peu. Elle est manuelle, il y a plein d'astuces et de bricolage à faire en prototypage. C'est assez fabuleux. Si vous lisez le livre, il y a vraiment plein d'exemples assez sympas au-delà du monde du logiciel où finalement c'est assez simple de prototyper des interfaces qui sont réalistes. Mais voilà, l'idée c'est suffisamment bluffant pour que ça donne l'illusion de la réalité, mais ça reste du TOC, ça reste de la maquette pour pas que ça dépasse un jour de prototypage. On cherche encore une fois à être très efficace. On prépare en parallèle la trame d'interview parce que en fait le but c'est ce prototype, ça va être d'aller le confronter à la réalité de terrain en le mettant dans les mains de vrais utilisateurs, de vraies personnes qui vont bénéficier du produit, de l'idée, de la solution, du service qu'on est en train de tester pour recueillir leurs avis. Et ça se fait pas sans préparation. Il faut préparer en fait le jeu d'interview à partir du scénario proposé par le prototype. Donc ça, on le fait la veille en même temps que le prototype, ce qui permet en plus de tester au fil de la journée l'avancement du prototype, sa cohérence par rapport au fil d'interview qu'on va vouloir mener. Donc, comme je vous le disais, dans le monde du logiciel, c'est assez facile. Il y a plein de solutions de maquettage, de prototypage rapide. InVision en est une qui est hyper connue et qu'on avait utilisée à l'époque. Après, on peut prototyper d'autres choses. Il y a dans un des cas qu'avait accompagné Jake Knapp, c'était puisque Jake Knapp ensuite, j'ai pas raconté son histoire jusqu'au bout, mais il a atterri chez Google Ventures, et ils se sont servis massivement du design sprint pour en fait le mettre à disposition ce format-là aux startups qu'ils étaient en train de financer pour valider en fait que leurs idées n'allaient pas dans le mur. Et donc il y a une des startups qu'ils ont accompagnées qui s'appelle Savioki et qui fait des robots et qui avait toute une idée pour faire un robot qui faisait du room service dans les hôtels. Et donc, ils ont fait un design sprint parce que la préoccupation derrière ça, c'est est-ce que le robot va pas faire peur ou intimider les clients de l'hôtel. Et à contrario, ils avaient un autre problème, c'est que dans l'imaginaire qu'on a tous avec Star Wars, Wall-E et compagnie, on attend des robots une interaction humaine assez sophistiquée. Et une interaction humaine sophistiquée, c'est juste un enfer à développer, c'est très cher et très long. Et donc, ils avaient peur aussi de l'effet, en parallèle, un petit peu paradoxalement, de l'effet déceptif, de juste avoir un petit cylindre qui se déplace et qui amène les objets en room service. Donc, comment ils ont prototypé? Donc, eux, c'est une boîte qui faisait des robots déjà, donc ils avaient quelques petits robots cylindriques de manutention. Donc, ils en ont fait un. Ils lui ont scotché un iPad en fait au-dessus je crois que c'est sous Keynote qu'ils ont fait sa tête sous forme d'animation pour qu'il ait quand même un petit sourire et de petits yeux, mais que ce soit pas trop prometteur pour qu'on n'ait pas envie de discuter avec le robot quand même. Et en fait, ils avaient une petite manette de console de jeu pour le contrôler à distance. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ne se sont pas tapé le développement de toute l'intelligence qui faisait que le robot allait chercher quelque chose à la réception pour l'amener à la chambre d'hôtel. Le robot était commandé manuellement par un gars caché dans les couloirs. Et donc, en fait, ils ont je reparlerai de ce cas-là dans l'interview, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, ils ont bricolé avec ce qu'ils avaient pour créer rapidement un prototype avec les moyens du bord, mais qui soit quand même, la façade était là. On avait vraiment un robot avec une tête qui réagissait, mais derrière, en fait, il n'y avait aucune intelligence. C'était commandé manuellement par un gars caché dans le couloir. De même, ils ont accompagné aussi un cabinet médical qui voulait développer tout un service. Alors, c'est aux États-Unis, tout un service d'accueil aux familles et notamment aux enfants. Et en fait, comme ça, ils ont prototypé en une nuit, puisque là, du coup, il y avait les histoires d'heures d'ouverture des cabinets médicaux. Ils ont prototypé toute une zone d'accueil, en fait, en réarrangeant le mobilier, les choses comme ça dans la nuit, et en faisant un vrai parcours d'accueil des familles.
Donc, on peut prototyper plein de choses en réalité. Il faut vraiment là faire ressortir l'âme de bricoleur, de réutilisateur. C'est un truc qui peut être assez fun. Et là, en fait, on arrive au dénouement. Donc, le vendredi, c'est le dernier jour. Et le dernier jour, on va tester. Et donc là, on fait pas des tests très exhaustifs. En fait, on veut juste une tendance. Encore une fois, l'idée, c'est d'aller vite, c'est de boucler la décision finalement dans la semaine. Et donc là, leurs expériences de design sprint ont montré que 5 interviews clients suffisent déjà à avoir une très bonne tendance sur ce qui se passe et révèlent déjà les bons patterns par rapport à la solution qu'on a prototypée et à son usage. Si on veut faire plus, c'est possible, mais ça prend plus de temps, on risque de déborder. Donc là, l'idée, c'est, je vous rappelle, hein, Jake Knapp, obsédé de l'utilisation du temps, ça doit tenir en une journée. Et le tout doit tenir dans la semaine, donc dans les 5 jours de la semaine ouvrée. Pour ça, on fait on recrute en fait les utilisateurs qui vont participer au test sont recrutés tout au long de la semaine en espèce de tâche de fond du reste du design sprint. Et donc, on va réaliser des interviews en one-to-one en leur mettant finalement en main le prototype et en les accompagnant à son utilisation. Donc là, tout l'enjeu, c'est de les mettre à l'aise dans le contexte d'utilisation pour encore une fois essayer de recueillir les réactions les plus authentiques possibles. Donc là, en fait, il y a un personnage clé dont j'ai pas trop parlé, mais qui apparaît, c'est l'intervieweur, c'est la personne qui va mener ces interviews-là. Quelquefois, elle n'appartient pas à l'équipe de base du design sprint, elle a juste débarqué la veille le jeudi, donc pendant le prototype, pour construire son interview et pour pouvoir la mener le lendemain. Mais en gros, voilà, vous allez avoir l'intervieweur avec les clients dans une salle. Et dans une autre salle, vous allez avoir l'équipe du design sprint avec une liaison vidéo entre les deux pour que l'équipe de design sprint puisse assister à toute l'interview de chaque usager et puisse noter en fait tout ce qui se passe bien, tout ce qui se passe mal, toutes les incompréhensions. Donc vraiment là, le job de l'intervieweur, c'est de faire en premier lieu, de mettre à l'aise, d'accompagner en laissant quand même pas mal d'autonomie, d'accompagner à l'usage du scénario avec le prototype et surtout de faire verbaliser l'utilisateur ce qu'il essaie de faire. Et donc lors de je crois que j'ai pas mis de captation, mais on a vraiment une espèce finalement de tour de contrôle dans laquelle est enfermée l'équipe de design sprint avec un grand tableau où il y a toutes les étapes du scénario prototypé. Vous vous souvenez, il y a un storyboard et en fait, ce storyboard matérialise des étapes de la solution. Et ces étapes, en fait, elles sont matérialisées dans un tableau et pour chaque utilisateur, les personnes qui sont dans la salle de l'équipe du design sprint vont noter est-ce que ça se passe bien comme on attendait, est-ce que ça se passe mal, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible, est-ce que l'utilisateur est tanké ou est-ce que ça lui parle absolument pas et là il continue pas le laisser. Donc, il y a vraiment le côté important de capter toutes ces réactions-là. Et à la fin de la journée, on est en mesure finalement de débriefer ces interviews et d'avoir la conclusion sur la solution qui a été prototypée. Est-ce qu'elle était bonne ou pas ? Quelque part, on a appris beaucoup de choses parce que si elle n'était pas bonne, alors il y a la difficulté après, c'est que c'est rarement tout noir ou tout blanc. On peut avoir un certain degré de succès ou un certain degré d'échec. J'ai envie de dire, quand on a un vrai échec, finalement, c'est peut-être un cas très intéressant parce qu'on s'est économisé le coût de faire le développement entier de la solution avant de s'en apercevoir. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est
même si c'est assez dur à encaisser ce dernier jour de design sprint, au final, ça peut être quand même une bonne nouvelle. Et quand on est un peu entre les deux, eh bien, on peut faire de nouveaux runs juste des 2 derniers jours de design sprint avec une adaptation du prototype et des nouveaux tests, parce que la plupart du temps, en fait, on va s'apercevoir qu'il y a certaines choses qui ont marché et d'autres un peu moins, mais par contre, le test en vrai, les tests en vrai nous auront appris pourquoi, puisque les gens, on les pousse à verbaliser pourquoi ils vont pas plus loin, pourquoi ça marche pas pour eux. Est-ce qu'il y a des questions? Je me suis pas beaucoup interrompue. Je vois rien dans le chat. Tu me dis, Olivier, toi, si tu vois passer des choses que je ne Alors, il n'y a pas eu, la dernière question, c'était celle de Marine, et dans les questions-réponses, pour l'instant, il n'y en a pas, voilà. Mais justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Sophie via les questions-réponses ou le chat. Si tu veux, Sophie, je surveille le chat, comme ça, tu n'as pas à Ok, t'en occuper. super. N'hésitez pas à interagir. Ah, du coup, ça clignote. Tout est clair. Merci, Catherine. J'ai l'impression d'être un peu verbose et c'est assez déstabilisant. C'est la première fois que je fais des webinaires comme ça et j'ai pas d'interaction, donc je vois pas les gens à qui je parle. J'avoue que c'est un peu déstabilisant. Donc là, on est au dernier jour et alors j'ai essayé de... Ah, alors si, il y a une question. Est-ce que les design sprints s'appliquent à n'importe quel domaine ou plus applicable au développement d'appli web IT? Alors c'est né, pour pas vous mentir, hein, c'est né vraiment dans le domaine de l'appli web IT, c'est né chez Google. Mais encore une fois, alors moi personnellement, j'ai pas d'expérience là-dedans. Mais en revanche, il y a des exemples très documentés. Moi, j'ai parlé de cette construction de robots et du cabinet médical. Et oui, il y en a qui utilisent ça pour faire du design de réorganisation de services et de choses comme ça en jouant les scénettes en fait avec le nouveau parcours de service ou un parcours d'accueil par exemple qui va changer dans une administration. J'ai appris qu'ils avaient fait ça et ils avaient en fait préparé sous forme de scène avec des acteurs le nouveau parcours d'accueil et puis ils ont fait rentrer des clients habituels là-dedans et ils ont pu le tester le 5e jour. Alors j'ai pas cette expérience là mais je sais que ça se fait hors du domaine web et IT. J'espère que c'est clair. Merci, c'était une question de Marine. Donc n'hésitez pas à tout moment à écrire les questions. Je referai une pause là sur la fin pour récupérer les questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Donc on est arrivé au bout des 5 jours et alors là j'ai repris un slide de Jay Knapp là, qui montre que c'est quand même l'ascenseur émotionnel pendant ces 5 jours. On part vraiment de questionnement et de doute le premier jour à cette ambiance assez plaisante et assez zen le deuxième jour où on prend le temps de réfléchir, d'imaginer, et de laisser vraiment sa créativité voguer et on a le temps pour ça. Au mercredi où on décide et à la fin de la journée, on se retrouve avec un storyboard de 36 cases et on se dit mon Dieu, comment on va prototyper tout ça. Donc même doute le jeudi matin et puis finalement on y est arrivé, on a prototypé rapidement donc on est assez content. Et alors là le vendredi là on expose le bébé du sprint face à la réalité du terrain et ben là de temps en temps on est content, de temps en temps on se dit mais bon sang on a complètement loupé le truc et à la fin on est bien fatigué. La fin de cette semaine là elle est quand même assez intense, c'est pour ça qu'on essaie de faire des journées pas très chargées. Ça, c'était voilà le détail de toute cette recette de design sprint. Alors maintenant, une petite, avant de conclure, là, quelques petits slides pour dire pour moi, alors c'est vraiment un avis personnel, pourquoi ça marche. Déjà, si on reprend notre cercle de prise de décision et d'exécution donc de décision et cette espèce de pari sur un résultat, alors oui, ça accélère la prise de décision parce que si vous comptez le temps qu'il faut pour se décider à lancer un gros projet,
en général, on prend des mois à faire des plans avec des hypothèses, et s'il se passe ci, qu'est-ce qu'on fait? Mais tout ça, c'est du papier. On n'a que très rarement des retours terrain rapides pour étayer nos discussions à ce moment-là. Donc ça traîne et ça prend beaucoup de temps. Là, en 5 jours, on a une richesse vraiment de points de vue et d'insight sur la situation qu'on est en train d'évaluer qui est inédite. Et pour moi, enfin, j'ai rarement vécu ça en fait en amorce de projet. On prend conscience aussi pour moi de quelque chose qui est capital, c'est ce que j'appelle les dangereux postulats, c'est-à-dire ces fameuses hypothèses qui sont au début des hypothèses et à un moment donné on a dû les poser comme hypothèses, mais très vite c'est devenu des croyances. En fait, ouais, mais c'est bon. Et on va bâtir en fait tout un château sur une fondation en sable parce qu'il y a une de ces hypothèses fondamentales d'un projet qu'on n'a pas pris le temps de vérifier sur le terrain. On a l'extraordinaire chance d'avoir des feedbacks terrain bien avant la moindre réalisation. Et 5 jours, en fait, c'est très très court à l'échelle d'un projet de réalisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très caractéristique du design sprint. Ensuite, l'autre effet que ça a, c'est que ça booste le passage à l'action. On a déjà, quand on a fini son design sprint, et que c'est bon, alors, et que c'est bon ou pas, parce que j'allais dire, si les résultats encore des tests sont pas bons, on a la chance de pouvoir économiser le coût de tout un projet, tout un projet qui serait bâti sur une hypothèse fausse. Donc, on a vraiment de la matière pour aller revoir en fait sa copie avant de se relancer. Et si les résultats se sont avérés positifs, donc nous, on l'avait fait là dans le cadre de ce bailleur social, c'était à l'époque où Good avait encore une équipe de développement en interne. En fait, on l'a fait en amorce du projet de développement de cette fameuse agence en ligne. Et il faut dire que ça a boosté l'exécution du projet derrière, parce que toute cette phase de prototypage, évidemment, il y avait toute une partie de l'équipe de développement qui avait participé avec plein de personnes chez le client, chez le bailleur social. Ces gens-là ont créé déjà énormément de liens et ont appris énormément les uns des autres pendant ces 5 jours. Et je peux vous dire que le projet derrière, il a démarré sur les chapeaux de roue et il s'est exécuté vraiment très, très facilement. Et il y a vraiment une grosse quantité d'apprentissage et une grosse énergie de passage à l'action. Si je repique encore un slide aussi de Jake Knapp, en fait, lui, de son point de vue, ce qui fait que ça marche, c'est qu'en fait, on fait un petit peu l'inverse de ce qu'on fait habituellement quand les décisions ou quand les projets ont du mal à se lancer. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de tout analyser et de tout valider, on va choisir un élément, une hypothèse, quelque chose de très précis pour pouvoir se focaliser dessus. On va éviter tous ces brainstorming de groupe qui peuvent donner l'illusion de l'efficacité parce que ça génère beaucoup d'idées, mais à la fin, ces idées-là, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc là, il y a cette histoire vraiment de structure au sein du design sprint qui permet à toute la créativité individuelle de s'exprimer et d'avoir le temps de le faire et de poser ses idées. On va remplacer aussi des décisions sans fin ou des échanges sans fin pour décider même des petites choses par un processus de décision, on l'a vu, qui ne se passe pas sur la vente d'idées, sur celui qui crie le plus fort, etc. Il y a un décideur qui est clairement identifié. Le processus derrière qui va amener à les décisions est silencieux. Donc ça laisse en fait vraiment quelque chose d'assez décisif se passer et ça ne prend pas tant de temps que ça. Au lieu de construire une première version, ce qu'on peut appeler un MVP, vous savez, le fameux Minimum Viable Product du Lean Startup, même les équipes les plus agiles vont mettre quelques semaines à construire ce MVP. Eh bien, on va le simuler, on va faire le décor de cinéma, on va faire du TOC très très rapidement pour avoir déjà des premiers retours. Et ces premiers retours, en fait, effectivement, on ne va pas attendre d'avoir toutes les données retour terrain parfaites, exhaustives, etc. parce qu'on veut un minimum de données suffisant pour nous donner les grosses tendances, mais par contre, on les veut maintenant, là, tout de suite,
pour éclairer la prise de décision et agrandir nos connaissances à cette amorce de projet où finalement on ne connaît pas encore grand-chose de notre sujet. Il y a plusieurs questions, Sophie. Oui. Voici. Oui. Alors, oui, question. Comment aller chercher des utilisateurs pour faire les tests s'ils ne sont pas dans l'entreprise? Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Donc, si vous êtes dans l'appli ou le produit mass market et que c'est des utilisateurs du marché de masse, soit il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans pour faire du recrutement en fait de gens qui veulent bien participer à des tests, soit vous le faites vous-même, petites annonces, choses comme ça. Donc là, je recommande plutôt, à moins qu'il y ait déjà dans l'entreprise des services qui soient habitués à faire ça, ce qui est déjà le cas, ce qui est le cas. Plutôt orientez-vous vers des boîtes dont c'est la spécialité. Après, il y a dans le cas de ce bailleur social, c'était facile. Eux, ils ont des bases de données avec les gens qui sont demandeurs de logements sociaux. Donc, en fait, ils ont tout simplement utilisé les contacts qu'ils ont avec les demandeurs de logements pour recruter 5 personnes qui avaient un profil qu'on avait un peu ciblé. Et puis, effectivement, quand c'est en interne, oui, j'ai envie de dire que c'est le plus facile. Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas de risque que les tests se fassent sur des gens qui ne sont pas vraiment la cible, de ne pas atteindre l'objectif cherché? C'est vrai que je n'ai pas détaillé ça, mais la première journée, lorsqu'on est en train de bien cartographier la problématique, on cible aussi les personnes qui sont en prise ou qui sont concernées par l'hypothèse la plus structurante qu'on va tester. Donc oui, on cible. Pour mon exemple de bailleur social, on avait ciblé des demandeurs de logements sociaux qui avaient dont au moins 1 sur 2 dans le couple étaient employés et qui étaient des familles de 3 ou 4, je ne me souviens plus. Parce que c'était la cible principale de la problématique qu'on était en train de traiter, qui correspondait en fait au plus grand nombre d'appartements dans le parc dont on voulait réduire le taux d'inoccupation. Donc oui, on cible les utilisateurs, donc on fait un vrai exercice de ciblage et de recrutement pour les tests, bien sûr. Est-ce que les gens arrivent à se rendre facilement dispo pendant 5 jours sans avoir des interruptions sans cesse pour répondre à des mails urgents, etc. Je vous avoue que c'est, alors surtout chez nous, dans notre culture de je suis tout le temps occupée et plus je suis important, plus je suis occupée, c'est compliqué. C'est compliqué notamment d'avoir des décideurs. Pour autant, je ne conseille pas. Alors, il y a plein d'articles qui vont dire oui, on peut faire des design sprints en 3 jours, donc en moins longtemps. Pourquoi pas sur des sujets un peu plus compliqués, je le conseille pas parce qu'il faut pas rêver. Si on fait un design sprint en 3 jours, faut toujours une journée pour interviewer 5 utilisateurs, faut toujours une journée pour prototyper. Donc on va aller rogner sur quoi? On va aller rogner sur l'exploration de la problématique, on va aller rogner sur la créativité et sur la prise de décision. Donc on va peut-être complètement louper sa cible. Donc, je ne le préconiserai pas sur des problématiques un peu touffues. Maintenant, on veut s'essayer au design sprint sur un petit sujet. On peut toujours essayer de faire ça en très court. Après, pour ces histoires de disponibilité, oui, c'est compliqué, mais encore une fois, si l'enjeu est grand, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire, et c'est ce que font les gens qui font du design sprint sur des sujets importants, est-ce qu'à un moment donné, l'enjeu du projet là, qui est à tester ou à lancer ne vaut pas de libérer les agendas pendant 5 jours? C'est une bonne question. Si on n'arrive jamais à le faire, c'est peut-être que l'enjeu n'est pas suffisamment important. Autre décision, si le décideur va à l'encontre de la majorité des votes, il n'y a pas de risque que les autres membres de l'équipe pensent que leur avis n'a pas d'importance et soient démotivés à continuer le projet. Il y a peut-être ce risque-là. Maintenant, moi, j'ai tendance à dire aux décideurs de prendre la décision en son âme et conscience, parce que ce qui peut se passer dans le sens inverse, c'est que si le décideur n'est pas convaincu et que parce qu'il a voulu faire plaisir, pas voulu froisser, etc., et il a voulu s'aligner avec l'avis de la majorité,
il y aura forcément à la moindre difficulté, après le design sprint, remise en cause par le décideur. Et alors là, c'est la cata, parce que vous avez gâché énormément de temps. Donc, pour éviter cet effet de oui, mon avis compte pas, on me demande mon avis, etc., c'est pour ça que je rends très clair. Et il faut rendre très clair la position du décideur et comment il compte prendre sa décision. Il faut qu'il soit juste transparent. Et c'est OK pour moi de faire le travail collectif. Pour moi, ça ne veut pas dire que tout le monde prend la décision forcément. Et le décideur, il peut mettre le curseur où il veut. Mais par contre, ce que je conseille fortement, c'est que lui soit convaincu de sa décision. S'il l'est pas, ça marchera pas. Après, ça se plantera, c'est sûr. Donc voilà un peu, mais effectivement, il faut cette histoire de démotivation, faut bien la caler avec cette mise au point qui décide. Je crois que le temps est venu d'arrêter, parce qu'il est déjà la demi. Oui, tout à fait. Oui, bah oui, timing. Va me maudire, bon, très bien, vous aurez accès, il y avait plus de slides. Et n'oubliez pas, don.good.org pour soutenir les blues pour l'hôpital, c'est super important et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui.